Bonjour à tous, c'est l'heure de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Avec moi sur ce plateau cette semaine, Pauline, bonjour. Bonjour Fanette. Et Thomas Bret, directeur général adjoint de Éco Savoie-Mont-Blanc. Bonjour. L'hebdo économie connaît quelques bouleversements, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Mais avant, on commence avec la une de la semaine. Il fallait y penser, les éditions Milan l'ont fait, consacré un magazine de voyage à la première destination touristique du monde, la France. Ça s'appelle Partir en France, le deuxième numéro est sorti là au mois de janvier. Pour ce premier trimestre, ce sont les Alpes qui sont à l'honneur. C'est une invitation à découvrir ou redécouvrir les petits villages de notre région. Pauline, comme chaque semaine, vous êtes intéressée à l'actu côté web. C'est notre rubrique Actu Connectée. On commence avec un nouveau média dans le paysage français. Et ce nouveau média s'appelle Explicite. C'est un média qui a été créé par les ex-iTélé, comme ils s'appellent. Ils sont environ une cinquantaine. Alors pour rappel, c'est les plus de 90 journalistes avaient quitté la rédaction d'iTélé après 31 jours de grève. Ils réclamaient entre autres le départ de Morandini et plus de liberté de la part de Vincent Bolloré. Ils ont donc décidé de créer un média libre et indépendant, selon eux. Ce vendredi, c'était le grand saut pour eux, puisque ils commençaient avec l'investiture de Donald Trump. Précision, ils sont pour le moment bénévoles, chaque journaliste cherchant parallèlement toujours du travail. La question se pose donc pour eux de comment faire de ce média un média pérenne. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de courage. Et donc ça se passe sur les réseaux sociaux. Et ça se passe sur les réseaux sociaux uniquement et quelques vidéos sur YouTube. Donc vous pouvez les suivre sur Facebook, sur Twitter. Ça a commencé cet après-midi et ils ont plein de choses à dire et à faire. Thomas Bret, ça vous paraît intéressant ce genre d'initiative ? Oui, on leur souhaite bon vent parce qu'ils ont dû traverser une période difficile et délicate. Et on sait la qualité des journalistes d'ITélé, donc bonne chance à eux. Pauline, le froid inspire aussi les amateurs de tweets cette semaine, forcément. Et oui, la vague de froid qui a touché toute la France et nous n'y avons pas échappé. Il a fait, pour un rappel, jusqu'à moins 28 degrés à l'Aiguille du Midi. Mais ça a également été très froid en plaine, moins 6 degrés avec un ressenti à moins 15 au bord du Léman notamment, ce qui donne de magnifiques images comme on peut le voir. Des températures qui devraient rester basses la semaine prochaine. Pour rappel, le plan grand froid a été déclenché et les maraudes ont été renforcées. Merci Pauline, c'est l'heure du top 3. Et Fanette, on commence avec un article qui parle gros sous. Voilà, c'est un article qui m'a interpellée dans Le Monde des médias, c'était dans ce mois de janvier. Il est consacré aux aides accordées à la presse. En 2015, 326 titres ont bénéficié d'aides directes du ministère de la Culture pour un montant total de 126 millions d'euros. Les 3 bénéficiaires sont aujourd'hui en France, Libération et Le Figaro. Un autre chiffre, 99% de ces aides directes sont réservées aux titres d'information politique et générale qui représentent 8% de l'ensemble des titres de presse en France. C'est une répartition qui pose question, je trouve. Et notamment aussi, il faut le rappeler qu'il n'y a pas d'aide pour les télés locales, c'est ça ? Non, pas d'aide directe ou indirecte de la part de l'État. Voilà, c'est important à préciser. Et puis, deuxième article, la Suisse veut ses Jeux Olympiques. Voilà, c'est la tribune de Genève, c'est-à-dire dans donc la tribune de ce vendredi. Il revient sur l'idéal olympique à travers une interview de l'ancien ministre des Sports, Adolphe Hauguy, qui croit aux chances d'une candidature helvétique. 2 dossiers sont en lice pour 2026, celui de Sion et celui des Grisons. L'événement pourrait être un tremplin au tourisme hivernal, assure l'élu. Je le cite, le tourisme d'hiver est une tradition helvétique qu'il faut constamment réinventer. Organiser les Jeux nous donnerait la possibilité d'imaginer de nouvelles formes d'accueil. Et on espère les Jeux Olympiques d'été en 2024 à Paris plutôt. Et puis on termine avec un dessin international. Oui, c'est un petit clin d'œil en cette journée d'investiture de Donald Trump. C'est à voir dans La Vie Nouvelle de ce vendredi 20 janvier. On aperçoit donc le nouveau président des États-Unis, Vladimir Poutine, Erdogan, Bachar el-Assad. Bref, un monde viril qui fait rêver sous la plume de Cambon. Merci beaucoup Fanette. Tout de suite, place au focus de la semaine avec Thomas Bret. Alors Thomas, je parlais de bouleversement au début de ce magazine. Pour parler de Éco Savoie-Mont-Blanc, c'est un mot qui vous convient ? Oh, ce n'est pas un bouleversement, on a pris cette appellation depuis le début de cette année 2017, simplement pour se mettre à l'heure de Savoie-Mont-Blanc, qu'elle mérite de lancer sa vague d'ambassadeurs. Et on s'est dit qu'il fallait être dans cette résonance-là et qu'il était temps. En tous les cas, on n'avait pas de temps à perdre.
Déjà en 91, ECO des Pays de Savoie était précurseur. Vous étiez l'un des premiers en fait à donner un nom commun aux deux départements savoyards. Oui, Alain Verret, notre directeur de la publication, a toujours cru à l'entité savoyarde, avec les spécificités des départements, mais en tous les cas à l'entité. Et c'est vrai que c'était un des premiers à poser les jalons de ce rassemblement des Savoies. Et on est dans ce prolongement aujourd'hui en reprenant cette appellation ECO Savoie-Mont-Blanc. Le titre a changé, l'intérieur aussi? Pas encore. L'intérieur évoluera certainement dans les mois à venir avec des nouvelles chroniques, avec un nouveau traitement de l'actualité économique des deux Savoies. Mais on va le faire par pointillisme, avec application, avec attention vis-à-vis de notre lectorat. Un nouveau site internet sera à découvrir à partir du 23 janvier. L'idée, c'est qu'il y ait plus de complémentarité entre le papier et le numérique. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'on se mette à l'heure du numérique, ECO, tout simplement pour être dans la revue du web de Pauline régulièrement avec nos posts. C'est-à-dire nous sommes un hebdomadaire, il y a des choses qui se passent en semaine, qu'il nous est difficile parfois de traiter uniquement dans l'édition du vendredi. Donc c'est pour ça qu'on souhaite être vraiment sur l'actualité chaude. On ne va pas voir les mêmes choses. Non, absolument pas. Le but c'est d'être vraiment additionnel par rapport à l'édition papier et la version numérique. Et justement, du coup, ça vise un public différent du papier ou pas du tout? C'est vous essayez d'avoir le même lectorat? Non, ça vise un public complémentaire. Celui qui ne nous connaît pas forcément ou qui ne nous a pas encore adopté à travers le journal, on souhaite aller chercher, on souhaite aller démontrer qu'il y a un média territorial qui joue cette carte de... Vous découvrez notre futur site à partir de lundi, qui joue cette carte de l'actualité directement réactive. Et développer le web, ça permet par exemple de développer aussi la vidéo, les contenus enrichis qui changent du papier aussi? Oui, totalement. C'est donc une autre approche pour nous, ECO. C'est un gros travail en interne, tout ça. Oui, il y a une grosse préparation, beaucoup d'énergie qui se consacre aussi au site et puis qui complète vraiment le journal. On l'a vu sur la une, vous parlez d'un véritable outil de travail pour ce site web. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'infos pratiques, il y a des articles de fond, etc. Mais le but, c'est que les acteurs du milieu économique s'appuient sur votre site. Oui, parce qu'ils auront la possibilité, avec l'onglet Premium notamment, de rechercher beaucoup de données chiffrées, de trouver des archives, soit sur leur entreprise, soit sur leurs concurrents. Voilà, on a souhaité offrir une vraie base de données complémentaire au journal, enfin qui n'existe pas à travers le journal, sinon il faut retourner dans les archives si éventuellement on a gardé l'édition. Donc à partir de ce site, on va pouvoir offrir ça aussi en plus à notre lectorat. Parce que c'est essentiel ce développement sur le web, on ne peut pas passer à côté. Oui, il y a un moment, il faut être dans l'air du temps. Ce n'est pas le tout d'être sur les réseaux sociaux de manière anecdotique. Il faut vraiment être présent en complément. Parce qu'il y a une vraie demande? Il y a une attente. Il y a une attente qu'on soit réactif. Il y a aussi une attente de nos annonceurs qui souhaitent être aussi visibles sur le numérique. Donc on s'est dit, allez, on y va, on se bouge et on apparaît. Alors vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, pour le papier, vous travaillez à retravailler un petit peu le fond oui. Voilà, et la forme. D'autres projets dans les cartons ou ça fait beaucoup? Oui, ça fait déjà pas mal à mettre en place en ce début d'année. Il y en aura certainement à venir au cours de ce premier semestre, mais on va les faire sortir progressivement. Bon, vous reviendrez sur le plateau pour en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup. Pour terminer, c'est l'heure des tops et flops avec Pauline. On commence avec les flops et le chantier des 13 hommes qui a mis du temps à démarrer à Annecy et il est déjà trop long pour les riverains. C'est ça, c'est nos confrères de l'Essor Savoyard qui nous rapportent qu'effectivement les riverains sont excédés du côté du chantier. Un chantier qu'ils disent très bruyant. Ils parlent, je les cite, de bruit des marteaux-piqueurs, les cris des ouvriers, les lumières aveuglantes ou encore le balai incessant des camions. Bref, c'est très problématique. Autre problème, la poussière aussi engendrée. Alors les riverains en veulent surtout à la ville et à son maire Jean-Luc Rigaud qui avait promis un chantier éco-responsable et que les nuisances seraient réduites. Alors ils sont bien conscients que ce chantier a démarré et qu'il ne pourra pas revenir en arrière. Les habitants demandent donc tout simplement d'être entendus, que leurs plaintes soient entendues et que tous les acteurs impliqués dans ce chantier pensent un peu plus aux gens qui vivent à côté.
Puis on parle hockey, il semblerait que l'Amiénoise qui est en vous ait du mal à accepter la victoire des Pionniers face aux Gothiques. Alors une victoire effectivement face aux Amiénois, mais qui n'empêche pas les Pionniers d'être mal en point en championnat. Vous savez, le club a fusionné entre Morzine et Chamonix depuis la rentrée. La moyennaise ne prend pas, c'est un terme que je reprends des supporters. Ces prochaines semaines vont donc être décisives pour le maintien du club en Ligue Magnus. Il y a aussi les déplacements en fait, entre Chamonix et Morzine, plus les déplacements à l'extérieur qui fatiguent les joueurs. Les prochains matchs sont donc cruciaux si l'on ne veut pas être relégué en première division selon le président. Ils assistent pourtant à un sursaut d'orgueil de l'équipe puisque effectivement ils ont gagné face aux Amiénois entre autres en décembre, enfin la semaine dernière. Et puis pour les supporters, eux, c'est une erreur de casting. Il reste en tout cas 10 matchs aux Pionniers pour relever la tête et se maintenir. Bon, on va surveiller ça. Bon, de bonnes nouvelles avec notamment les Thermes d'Aix-les-Bains qui se portent très bien. C'est nos confrères de l'Essor Savoyard, les Thermes Chevalet et Valvital d'Aix-les-Bains. On le vend en poupe, c'est le titre de l'article. Bernard Riac, le président, est donc un président heureux. Le nombre de curistes augmente de 4,9% en 2016. Le taux de satisfaction, lui, s'envole avec 96,4%. C'est énorme. Les prévisions sont un peu plus prudentes en 2017 car nous sommes en année électorale. Alors, il ne faut pas demander pourquoi. C'est le directeur qui le dit. C'est une année traditionnellement plus difficile pour les Thermes. Quand on vote, on Allez va moins savoir, se détendre. voilà, on a moins envie d'aller au terme, a priori. Ils ont donc budgété une croissance de 3% tout de même. Ils n'oublient pas le secteur bien-être avec le spa qu'ils souhaitent créer pour soulager une partie de la cure. Ils travaillent également sur le financement où il faudra tabler sur 4 millions d'euros. Et enfin, de l'art au sommet. Et oui, c'est nos confrères de France 3 qui ont réalisé un sujet avec une exposition unique en son genre du côté de Courchevel. C'est la 8e édition de l'art au sommet qui permet en fait aux amateurs de découvrir jusqu'au 17 avril des sculptures et des graphes sur le village et les pistes. Des sculptures tout de même à 2700 mètres d'altitude, c'est pas rien. Elles représentent surtout des animaux comme vous le voyez sur la photo. Le but, c'est de prendre le temps aussi de contempler de l'art tout en faisant du ski. C'est donc à découvrir jusqu'au 17 avril avant que ça fonde. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Thomas Bray, d'être venu sur le plateau de Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite sélection de ce qu'il y avait à lire dans la presse. N'oubliez pas d'acheter les journaux. Passez une très belle soirée. À bientôt.